pour aider bien sûr le Sénégal ainsi que les autres pays à pouvoir surmonter ce choc et pouvoir avoir une économie résiliente qui puisse produire des opportunités d'emploi, réduire le taux de le taux de chômage, pardon, et permettre à l'économie de s'améliorer et agrandir dans les années à venir. Concernant le nouveau programme et pourquoi il y a un décaissement alors que dans le passé il n'y avait pas de décaissement. Il faut se rappeler un peu du contexte international et régional les dernières trois années, depuis 2020. Il y a eu le choc Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la flambée des prix, pétroliers, du pétrole et des denrées alimentaires. Et en plus de cela, si on ajoute récemment le resserrement des marchés financiers, que ce soit au niveau international ou même sur le marché régional. Et donc, prenant tout ceci en considération, la décision du gouvernement a été de demander du FMI un programme avec décaissement afin de l'accompagner pendant cette période de redressement où l'économie internationale, on espère, pourra graduellement se relever dans les 2-3 prochaines années. Donc il n'y a pas une dichotomie ou bien autre chose à interpréter de fait qu'il y ait un programme avec décaissement. Et juste pour ajouter que ce n'est pas seulement le Sénégal, il y a d'autres pays dans la sous-région qui n'avaient pas de programme avec décaissement avec le FMI et qui ont sollicité le FMI pour un nouveau programme avec décaissement, ainsi que d'autres pays en dehors de la sous-région. Concernant la dette, il y a deux facteurs qui vont contribuer à la baisse de la dette. Le premier facteur, c'est la consolidation fiscale et budgétaire que j'ai mentionné tout à l'heure et que le ministre a mentionné. Avec cette consolidation, les déficits vont graduellement baisser vers les 3% d'ici 2025. Et donc, ceci signifie qu'il y aura moins d'endettement. Et donc, le stock de la dette, quand on le mesure par rapport à l'économie, il va graduellement aussi baisser. Et il y a un second facteur, comme certains l'ont mentionné, c'est l'exploitation pétrolière et gazière qui va aussi contribuer à élargir la base, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Et donc ceci, mécaniquement, va aussi permettre que ce ratio de dette sur PIB va aussi baisser. Et donc, partant de là, nous voyons une tendance baissière au niveau de la dette. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le FMI n'a pas, en tant que FMI, on n'a pas de pouvoir d'aller investiguer la corruption. Mais il y a des institutions au Sénégal, il y a la société civile, il y a même des institutions internationales. Donc, c'est à elles de poursuivre ces dossiers. Nous, de notre point de vue, ce qu'on a discuté avec le gouvernement et dont le gouvernement on est en phase avec le gouvernement, c'est l'OFNAC qui a été créé depuis à peu près 10 ans. Il serait important de faire une revue ex post, de voir s'il y a moyen de la renforcer. Et en effet, on s'est mis d'accord qu'il y a moyen de renforcer l'OFNAC en ce qui concerne ses pouvoirs, par exemple, d'investigation, de suivi des dossiers qu'elle envoie auprès du procureur de la République. Et donc, de voir comment ceci peut être renforcé de façon à continuer à lutter contre la corruption. Le même s'applique sur la déclaration de patrimoine, qui aussi, je pense, a été mis en place il y a une dizaine d'années. Et il serait utile de revoir l'expérience ces derniers 10 ans. À titre d'exemple, ceux qui sont obligés sous la loi de faire cette déclaration de patrimoine, il y a une grande partie qui ne le font pas.
Et donc, comment faire de sorte à obliger toutes ces personnes qui sont obligées de faire cette déclaration de patrimoine à s'y soumettre. Concernant les subventions, les exploitations, bien sûr, on n'est pas en train de dire, les exploitations de l'énergie fossile, on n'est pas en train de dire que le Sénégal ne devrait pas en profiter comme tous les autres pays dans le monde qui ont profité de l'énergie fossile. Mais il y a des moyens de faire ceci tout en minimisant l'impact sur l'environnement et de façon à créer, à implémenter ou à prendre en mesure des réformes qui puissent permettre au Sénégal de s'adapter à ces changements climatiques, mais aussi à mitiger ou à réduire l'impact de ces énergies fossiles. Et donc, par exemple, une des choses, et je pense que vous avez mentionné, c'est la réduction des subventions. En réduisant les subventions, ceci va inciter les ménages et les individus à consommer moins d'énergie fossile, que ça va être automatiquement plus cher. Et donc, ceci va dans le bon sens. On va vous lire exactement l'intitulé des 4 piliers pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le premier pilier, c'est le renforcement de la résilience fiscale. Comme indicateurs qui seront mesurés durant le programme, on a des indicateurs ici. Augmenter le nombre de contribuables de 25 000, ainsi de suite. Les indicateurs sont là, sur lesquels les services techniques ont travaillé. Deuxième pilier, et c'est important, parce qu'on a parlé souvent transparence, corruption, tout ça. Ça ne s'intitule pas comme ça. Ça s'intitule amélioration de la gouvernance et le dispositif anti-blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme. Voilà exactement l'intitulé. Et quels sont les indicateurs dans cet intitulé? Il y a des institutions qui ont été créées au Sénégal par M. le Président de la République à son accession au pouvoir en 2012. C'est l'OFNAC. Après 10 ans de fonctionnement, un bilan a été fait. Quelles mesures additionnelles pour renforcer l'OFNAC? C'est le premier point. Deuxième point, c'est le président qui a institué, soumis un projet de loi adopté à l'Assemblée nationale pour la déclaration de patrimoine. Ce projet de loi qui a été exécuté jusqu'ici, comment faire pour que les assujettis puissent le faire, déclarer leur patrimoine? Donc c'est une sorte d'amélioration du dispositif qui est déjà en place. Pas de création nouvelle et autres. La liste grise de Gafi, le Sénégal va y sortir en octobre. Les équipes sont sur le terrain. C'est juste des textes qui devaient être pris et qui l'ont été maintenant, jusqu'à ce que le Sénégal puisse satisfaire les préalables pour pouvoir y sortir. C'est un point important. Voilà ce qui existe dans l'axe 2, le pilier 2. Vraiment, j'ai été clair pour éviter des confusions. Comme quoi? Parce que j'entends indicateurs pour corruption. Le FMI et le gouvernement, c'est après un mémorandum de politique économique et financière que vous allez avoir et qui sera publié sur le net, sur les sites, de façon transparente. Le troisième pilier, c'est le renforcement de la résilience socio-économique avec des indicateurs comme quoi
il faut mettre en place un système intégré de gestion foncière. On a un projet même qui est actuellement au cabinet, Procasef, qui est là pour la gestion foncière. Donc, c'est des améliorations pour numériser les procédures de gestion foncière. Et le dernier pilier, c'est les questions de climat. C'est les changements climatiques. Et ça nous permet effectivement, c'est ça qui nous permet d'ailleurs d'accéder au nouveau fonds de résilience et de durabilité. Je pense que c'est un nouveau fonds. Il y a un seul pays africain jusqu'ici qui en a bénéficié, le Rwanda. Oui, le Rwanda, et il y a d'autres en cours. Et il y a d'autres en cours. Et le Sénégal aura le privilège d'en bénéficier. Voilà, pour éviter, pour vraiment amener des clarifications sur ça. Et surtout sur le pilier 2, amélioration de la gouvernance et le dispositif anti-blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme. C'est l'intitulé de l'axe 2 avec des indicateurs que j'ai indiqués, que je viens de vous communiquer. L'autre point, c'est l'endettement. Je rajoute juste, parce que je pense que tout à l'heure, notre sœur de l'AS a parlé de 76% d'augmentation jusqu'à 76%. Je pense qu'il est important, j'avais déjà clarifié. Vraiment, j'avais déjà clarifié les 76. Si vous partez, vous regardez les indicateurs des 8 pays de l'UEMOA, vous dites Sénégal 76, Côte d'Ivoire, vous donnez Burkina, vous ne comparez pas vraiment des champs qui soient comparables. Vous devez dire 68,2 par rapport aux autres. Parce que c'est l'administration centrale qui est mesurée. Je dis, c'est le Sénégal qui a opté, parce que le Sénégal a adhéré aux normes statistiques NSDD. C'est des normes statistiques avec le Fonds monétaire, donc où en Afrique au sud du Sahara, je pense qu'on était 5 pays, jusqu'ici, 5 pays à y avoir adhéré. Le Sénégal mesure l'endettement de son secteur parapublic, contrairement aux autres. Et cet endettement est de l'ordre de 7,8%. Donc c'est un souci de transparence et d'exhaustivité. Mais pour des questions de comparaison, je pense qu'il faut valablement tenir compte de ces éléments d'appréciation. C'est important. Et qu'est-ce qui fait baisser l'endettement? Mais c'est qu'on est performant dans le recouvrement des recettes fiscales et on met en œuvre une stratégie de recettes à moyen terme. On est à 18,2% de pression fiscale, c'est-à-dire nos recettes fiscales rapportées à notre richesse nationale, et on va passer à 20% de pression fiscale à l'horizon 2025. Ce qui fait que, effectivement, on augmente nos recettes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va baisser effectivement notre taux d'endettement. L'autre élément qui est important, c'est le rebasing. Le PIB du Sénégal, qui est de l'ordre de 19 000 milliards. Entre-temps, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz. Entre-temps, il y a un boutiquier du coin. Nous tous qui habitons dans les quartiers, on a vu, bon, Sabodola, il y a de l'or. Maintenant, quand on recalcule notre PIB, au lieu de 19 000 milliards, ça va peut-être aller à 22 000 milliards. Si vous prenez la dette, vous le divisez par 19 000, vous prenez cette même dette, vous le divisez par 22 000, ça baisse. Or, ce rebasage, le rebasing qui est en train d'être fait par l'ANSD et le recensement général de la population et de l'habitat qui sont en cours, on aura les résultats au plus tard en décembre 2023. Ce qui fait que la nouvelle base du PIB du Sénégal, de la richesse du pays, va augmenter et l'endettement va baisser. Voilà les explications donc à ce niveau. Bon, maintenant comme il l'a dit, la consolidation budgétaire, parce que
pour l'année prochaine 3,9% donc du PIB comme déficit budgétaire et 3% à l'horizon de 2025. Voilà la consolidation budgétaire. Après, effectivement, des déficits beaucoup plus élevés liés au fait qu'il fallait lutter contre la Covid avec le programme de résilience économique et sociale qui a été mis en œuvre, la guerre russo-ukrainienne avec son impact sur le marché domestique par une inflation importée qui a fait que, effectivement, on a pris des mesures de renonciation de recettes fiscales pour alléger donc les prix et même des mesures de subvention parce que dans le budget 2023, il était prévu 100 milliards pour subventionner effectivement les prix des denrées de première nécessité. Le reste, sur l'énergie fossile, hein, je pense que le Sénégal est quand même dans la bonne voie parce qu'on est à 31% déjà d'énergie renouvelable. Je pense que hier, le président de la République a eu à nous le confirmer. Je pense que c'est des points relativement importants. Voilà globalement les compléments hein, que j'avais voulu apporter. Sur le programme avec décaissement, je pense qu'il a bien expliqué ça. Donc, pour dire qu'en définitive, bon, il y a quand même des maîtres mots à retenir. C'est un nouveau programme sur 3 ans. C'est un programme avec un décaissement sur les 3 ans de 1150 milliards. C'est un programme sur 4 piliers, parce que c'est le gouvernement du Sénégal qui propose des piliers pour améliorer un peu l'efficacité de la politique économique et sociale. Et nous pensons qu'il faut effectivement renforcer la gestion des finances publiques. Il faut renforcer la gouvernance financière et la transparence, parce que nous y sommes déjà. Donc, avec ces institutions créées, et effectivement sortir de la liste grise à partir d'octobre, du fait que, effectivement, des mesures appropriées ont été prises. La réalisation d'une économie plus résiliente et inclusive, c'est le 3e axe. Et le dernier axe, c'est effectivement le renforcement de la résilience au changement climatique. Et le programme va tourner effectivement autour de 1150 milliards. En tout cas, nous vous remercions hein, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous remarquerez que c'est un point de presse conjoint entre le FMI et le gouvernement du Sénégal. Les années antérieures, vous voyez souvent juste le FMI faire le point de presse. Cette fois-ci, on le fait ensemble. C'est parce que le gouvernement a proposé un nouveau programme au FMI qu'il a analysé. Et ensemble, pendant 2 semaines, nous avons travaillé ensemble et nous sommes parvenus à des convergences jusqu'à ce que ce nouveau programme soit conclu. Voilà, Chamael, je vous laisse le soin de dire les derniers mots à cette presse. Merci, monsieur le ministre. Je pense, comme vous l'avez si bien dit, on est arrivé à se mettre d'accord sur un nouveau programme sur les 3 prochaines années. Nous avons toujours été aux côtés du Sénégal et nous continuons à rester à vos côtés. Nous sommes à votre disposition, que ce soit quand il y a besoin de financement comme actuellement, ou bien question d'assistance technique. Et nous continuons cette relation maintenant dans le contexte de ce nouveau programme qui, comme vous l'avez mentionné, a 4 piliers qui sont très importants pour vous et qui font partie de votre programme économique et aussi dans le contexte du PAP 3 que vous êtes en train de mettre en place. Donc, on va continuer cette relation dans les mois et les années à venir et on ne peut que souhaiter le bien pour le Sénégal, particulièrement dans un contexte régional et international qui est assez difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays de la sous-région, y compris le Sénégal, ont dû faire face à la Covid, puis la guerre en Ukraine, la flambée des prix internationaux et plus récemment le resserrement des marchés financiers internationaux et régionaux.
Merci.